Donc aujourd'hui, c'est monsieur Jonathan Vidal qui va mener cette conférence sur les fouilles récentes sur le site d'Ironibé à Mayotte, en lien avec la découverte de cristal de roche, qui est un écho aux deux petites fioles qui sont présentées dans l'exposition et qui sont un prêt du musée du Louvre, et donc des fioles qui datent du 10e, 12e siècle et qui proviennent de Madagascar. Donc là, on va plutôt aller sur Mayotte et je vais laisser Jonathan vous faire cette conférence. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation parce que ça permet de donner la voix à l'archéologie au sein de ce grand événement national quand même, qui est cette exposition sur les arts de l'islam. Et c'est particulièrement intéressant parce que effectivement les collections du Louvre, qui sont des grandes collections prestigieuses, eh bien, font quand même écho, résonnent avec des objets qu'on a en région et même dans les régions les plus loin du Louvre. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, brièvement au début, pour vous poser un petit peu le contexte de la recherche archéologique à Mayotte, on est dans une recherche archéologique qui a commencé assez tôt avec des premiers travaux qui ont été faits dès les années 70, notamment par des chercheurs américains de l'Université du Michigan, qui ont commencé à travailler sur des sites. Et puis ensuite, ils ont mis en évidence assez vite en fait, le potentiel scientifique et l'intérêt de recherche de terrain sur Mayotte. Et puis ça s'est poursuivi avec d'autres personnes qui sont intervenues, comme Claude Alibert de l'INALCO, et puis, donc dans les années 80 plutôt. Et puis dans les années 90, il y a eu une première structuration avec la création de la Société historique et d'archéologie de Mayotte, la CHAM, qui existe toujours, et qui a commencé un peu à coordonner un peu cette activité de recherche autour de ce projet, et en particulier autour de Daniel Likowski, qui a fait beaucoup de prospection et qui a inventorié beaucoup de sites sur tout le territoire mahorais. Et ensuite, la CHAM, elle a été présidée par, je perds son nom, Martial Poli, qui a travaillé de 2005 jusqu'à la soutenance de son doctorat en 2018, notamment sur des fouilles, on verra un des sites qu'il a fouillé, et qui a vraiment renouvelé aussi et mis la recherche archéologique de Mayotte dans des mouvements de travaux scientifiques récents et à jour. Et puis le ministère de la Culture a accompagné ces recherches en soutenant des projets au début sur des projets particuliers. Et puis avec la création du service régional de l'archéologie à La Réunion en 2010, eh bien, il y a eu une convention avec la DAC de Mayotte, puisqu'il n'y a pas d'archéologue à Mayotte au ministère de la Culture. Et les conservateurs successifs, d'abord Édouard Jacot et puis aujourd'hui Virginie Motte, eh bien, travaillent à vraiment structurer la discipline, à la fois en programmant une recherche scientifique pour ce qu'on appelle l'archéologie programmée, aussi en déployant tout ce qui est l'archéologie préventive, c'est-à-dire les fouilles qu'on fait avant des constructions pour pas qu'on perde les informations qui vont être détruites dans la construction d'un bâtiment, pour qu'on puisse sauver l'information avant ça. Et également aussi travailler beaucoup à conserver tous les objets qui vont être sortis des fouilles, si on veut qu'ils finissent un jour dans un musée ou qu'ils puissent apparaître dans une exposition. Ces objets qui ont été sortis depuis les années 1970, eh bien, il faut les conserver et les transmettre aux générations futures. Quand on est archéologue, on prend une responsabilité à sortir un objet du sol, et donc notre devoir ensuite, c'est de le transmettre, et c'est vraiment une des grandes missions du service de l'archéologie que de pérenniser ça, et ça se fait en partenariat à Mayotte avec le département, puisque la réserve de l'État pour la conservation des objets est hébergée au MUMA, dans les locaux du musée de Mayotte à Adzaoudi. Et donc on travaille sur différentes problématiques. Moi je vais vous présenter des travaux qui ont été faits par d'autres archéologues, mais qui ne pouvaient pas être là, et donc je vais vous montrer ces résultats, et en écho vraiment à des objets qu'on peut retrouver dans les musées. Avec à l'écran donc les grands sujets qui s'affichent. Pour le contexte chronologique, le peuplement de Mayotte, il est assez précoce par rapport à ce qu'on peut connaître à La Réunion. Déjà, il se fait dans un environnement où on connaît bien sûr la très grande ancienneté de l'occupation humaine en Afrique. Et puis pour Madagascar, on a des traces archéologiques d'un peuplement par des chasseurs-cueilleurs dès les années 10 000 à 2000 avant notre ère. Et donc on a vraiment l'archipel des Comores qui est enserré dans un espace où il y a une occupation quand même assez ancienne. À ce jour, l'occupation la plus ancienne, l'occupation humaine la plus ancienne de Mayotte, elle date du 8e siècle, juste un peu avant les années 800, hein, vraiment plutôt la fin du 8e siècle. Et c'est là vraiment qu'on voit les premières traces archéologiques à Mayotte qui s'inscrivent en fait dans un moment d'expansion
bantou qui se fait dans l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est entre les années 500 et 900. Donc on est dans ce mouvement-là. Et Mayotte, c'est vraiment un carrefour migratoire et culturel, finalement, entre l'Afrique, Madagascar, et puis des flux migratoires qui traversent le sud-ouest de l'océan Indien dans cette période-là, et qui vont peupler petit à petit Mayotte. Donc on a une première phase qui concerne vraiment ces origines du peuplement, et puis vraiment une phase de développement qui est une phase qui concorde avec une expansion commerciale où, autour des années 800, sous l'impulsion des marins Swahili, donc vraiment dans le sud et le sud-est de l'Afrique, mais aussi de circulation arabo-persane et austronésienne, c'est-à-dire qui proviennent plutôt de la zone de l'Indonésie, eh bien on a un commerce qui est très florissant, et ce qui est attesté par des objets qu'on retrouve et qui ont des provenances très variées. Et donc Mayotte devient à ce moment-là un comptoir commercial important et une plaque tournante, Mayotte et l'archipel des Comores en général, dans ces circuits commerciaux et dans un endroit où circulent les matières premières. Et donc le site de Dembéni dont on va parler après, il fait partie de cette période-là. Mais là je vous donne d'abord un aperçu global et puis on reviendra ensuite sur Dembéni. Ensuite, il va y avoir vraiment une phase qui est celle des débuts de l'islam à Mayotte, où on a un changement culturel qui s'opère dans la population. Il y a une influence du monde swahili dans l'Afrique du Sud et de l'Est, et donc la population de Mayotte va progressivement entrer dans l'islam, mais de manière assez progressive avec des interactions et la permanence de traditions préalables qui vont continuer. Et donc des rites qui préexistent, qui se poursuivent. Et c'est des choses qu'on voit sur certains sites archéologiques. Et par exemple, sur le site d'Antsirakaboara, sur la commune d'Akwa, qui a été fouillé par Martial Poli pendant plusieurs années, et qui est un site funéraire qui date essentiellement du XIIe et du XIIIe siècle. Donc il y avait une espèce de mémoire qui était restée, puisqu'il y avait des pratiques religieuses, des offrandes aux esprits qui étaient faites sur ce site par les habitants des environs, sans savoir que c'était un site archéologique, mais ça montre qu'il y avait une permanence qui était restée quand même un peu dans une mémoire collective. Et puis ensuite, les archéologues ont retrouvé le site, ont identifié que c'était un site archéologique par des prospections en 2005, où ils ont retrouvé du mobilier au sol, et ils ont identifié des pierres qui dépassaient du sol et qui délimitaient des espaces. Et donc là, c'est une image en cours de fouille, hein, c'était pas visible comme ça au départ, qui montre les sépultures, les tombes, sur ce site. Donc c'est un site qui a été fouillé pendant plusieurs années parce qu'il est très riche, très intéressant et sur lequel Martial Poli et son équipe a pu développer vraiment un travail d'anthropologie funéraire qui est la discipline scientifique en archéologie qui permet d'étudier les corps humains, les modes d'inhumation, la façon dont le rite funéraire a été développé. On a une architecture funéraire qui rappelle la tradition musulmane où on a des pierres plates qui sont posées de manière verticale et qui délimitent l'espace de la tombe, avec ces blocs qui sont disposés de cette manière. Et c'est des choses qu'on observe par ailleurs sur d'autres sites à Mayotte, comme le site de Bagamoyo en Petite Terre. Et on retrouve également des offrandes dans ces sépultures, avec des conques musicales, des beignets, de la céramique, des brûle-parfums qui nous donnent une idée un peu de l'ambiance de ce moment de l'inhumation. Et puis, des découvertes qui étaient inattendues lors de la première fouille, mais on a compris ensuite avec les fouilles suivantes que c'était généralisé. Donc vous voyez que la tombe elle-même est assez profonde par rapport à l'endroit qui marque, là où le sol affleure, la sépulture elle-même. C'est que les inhumations, les défunts sont accompagnés de parures et de parures de perles en très grand nombre et qui montrent là un mélange d'influences culturelles. On est dans une période, dans un endroit où il y a des escales privilégiées pour les marins musulmans, ce qui a conduit à des contacts entre les populations, et donc à la diffusion d'idées, diffusion de pratiques, mais qui font que les choses se sont mélangées. On a une architecture funéraire qu'on voit musulmane, mais une pratique avec de la parure qui n'est pas traditionnellement dans le rite musulman. Et donc on voit qu'il y a un syncrétisme culturel qui s'opère. C'est des choses qu'on observe aussi par ailleurs à Madagascar, sur la nécropole de Vohemar par exemple, qui est un petit peu plus tardive, qui date du XIIIe, XVIe siècle. Alors 2/3 des tombes fouillées, il y en a plusieurs dizaines qui ont été fouillées, présentent des vestiges de perles, de ces parures en perles, qui sont des colliers, des ceintures, des bracelets.
des pagnes brodés, on a vraiment des choses... et qui nous montrent vraiment de manière un peu sensible quel est l'univers esthétique des personnes qui ont été inhumées. Ces perles, elles sont très bien connues dans la région par ailleurs. On les retrouve sur les sites d'habitat, on les retrouve en Afrique, et elles circulent beaucoup, vraiment dans les années 1100-1250. On en retrouve beaucoup. L'étude typologique de ces perles et l'étude chimique des matériaux nous permettent de voir que ça a des provenances variées. On a des perles qui sont étirées, où on a vraiment un tube de verre fin qui a été découpé en petits morceaux. Et ça, c'est vraiment plutôt une technique qui est employée dans des ateliers d'Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. Donc on a vraiment là une provenance pour un type de perle particulier. Et puis on a d'autres perles qui sont plutôt des perles enroulées. On a la pâte de verre qui est enroulée autour d'une tige métallique. Et là, c'est plutôt des ateliers de l'Inde du Nord, du Pakistan, voire parfois de Chine. Donc on a vraiment déjà là l'illustration aussi de choses qui proviennent d'un peu partout. Et qui étaient très prisées dans le marché africain. On le sait par beaucoup de sites, on retrouve beaucoup ces perles. Et elles arrivaient donc par des marchands arabes et austronésiens dans le secteur. Donc voilà les types de perles, je n'ai pas changé d'image, mais voilà un peu les types et les différentes techniques dont je vous parlais. Il y a aussi des perles en coquillage, des perles en pâte de verre, des perles en ambre. On a vraiment des choses variées. Alors après, la reconstitution du motif, elle est hypothétique, parce que quand on les retrouve, on ne voit pas exactement quel est le motif, mais ça permet de donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a une autre période qui va aller du XIIIe au XVe siècle, et qu'on appelle vraiment l'âge d'or swahili, parce que c'est une période dans laquelle les élites islamisées vont vraiment prospérer grâce à un commerce régional entre Madagascar et les cités-États swahili qui sont dans l'Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, où on a ces cités-là. Le commerce qui fait la richesse de cette période-là, c'est du commerce de riz, du bétail, d'esclaves qui circulent dans cette zone. Et on voit, archéologiquement, on commence à voir là l'apparition d'une hiérarchie sociale plus prononcée, dans l'habitat en particulier, avec un habitat élitaire qui commence à se voir au sein des autres, au sein d'une agglomération par exemple. C'est le cas dans un village à Akwa, où on voit là une agglomération avec des éléments de mobilier qui montrent ces interactions commerciales. Et puis donc là, vous voyez dans la fouille les constructions qui sont faites. Et puis, finalement, au départ, ce village, c'est un village de pêcheurs. C'est un petit hameau de pêcheurs. Et on le voit évoluer et se développer considérablement à partir du XIIIe siècle. Et c'est vraiment ensuite au XIVe siècle, un village prospère, où on a cette élite qui réside. Il y a une fouille qui a été réalisée sur la porte de l'enclos du village, et on voit plusieurs phases dans cet enclos, puisque au départ, dans les années 1150, lorsque ça a été construit, c'est plutôt un enclos pastoral qui est là pour protéger un troupeau de zébus, puisque l'élevage de zébus se généralise vraiment là au XIIe siècle dans cette région. Et puis plus tard, on voit que cet enclos, finalement, petit à petit, il délimite un espace urbain de plus en plus dense, et donc il change vraiment de fonction. Et on a retrouvé un dépotoir à côté de cette porte qui nous montre eh bien, tout le mobilier, tous les objets qui témoignent de cette activité économique et de ces échanges commerciaux qu'il y a à ce moment-là. Il y a également un quartier de notables qui a été fouillé dans ce secteur et qui montre comment il s'articule lorsqu'il est occupé dans les années 1400. Avant les années 1300, on a des constructions qui sont plutôt en matériaux périssables et dont on ne retrouve pas beaucoup de traces, qui sont voilà, faites en bois, etc. Et on voit un changement, c'est ce que je vous disais dans l'évolution économique et de l'apparition d'une élite, on voit un changement dans la construction et dans l'habitat pour une partie des habitants, avec des premières constructions maçonnées, et donc une élite qui s'inspire des modes de vie des cités commerçantes swahili et qui va développer un habitat un peu plus monumental, différent, et qui montre que cette activité est en plein essor. Donc on a des éléments d'habitation qui se répartissent autour d'une cour centrale, et puis une aile noble de l'habitation avec des petites pièces
qui sont en enfilade. À côté de ce site, on a également trouvé 2 petits édicules qui sont interprétés comme des sépultures familiales, dans l'enclos familial, et qui montrent là aussi un statut social, parce que l'inhumation sur le terrain domestique, c'est plutôt réservé à une noblesse. C'est des choses qu'on ne fait pas par ailleurs. Sur ce site a également été retrouvé les plans, les fondations d'une probable mosquée, une des premières mosquées, qui a un plan caractéristique du monde swahili, de ce qu'on peut retrouver par ailleurs en Tanzanie ou sur des sites au Yémen, où on a vraiment ce plan classique. La datation, on a une datation en carbone 14 de la destruction de cette mosquée. On sait que le bâtiment a été détruit au XIVe siècle. Donc elle est antérieure, elle a probablement été construite au XIIe siècle. Elle est antérieure à ce moment-là. Donc ça en fait une mosquée assez précoce dans cette période à Mayotte. La période suivante, ça va être vraiment la période dite des temps modernes, puisque on a 2 changements majeurs. Dans les années 1500, à Mayotte, et en particulier à Tsingoni, s'installe un sultanat, et donc Tsingoni va être la capitale du sultanat. Et puis on a l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien, et donc ça va opérer une mutation dans les échanges commerciaux qu'il y a dans le secteur. Ça va déstabiliser le commerce arabe qui préexistait, puisqu'il y a de nouveaux acteurs, et donc on va être à Mayotte et dans les Comores en général, une étape, une escale sur la route des Indes, et donc il va y avoir des navires hollandais, anglais, français, portugais, qui vont faire escale et qui vont entrer dans ce jeu commercial, et donc on voit d'assez grands changements. Les circuits commerciaux préexistants existent toujours, mais il y en a de nouveaux. Et puis c'est aussi une période de troubles dans le sultanat, de troubles internes, qui vont commencer et ce sultanat à Mayotte va s'affaiblir au cours du XVe siècle. Au cours du XVIIIe, et ça va avoir pour conséquence un relatif dépeuplement de l'île. On va avoir un peuplement qui commence à diminuer. Pour illustrer cette période, on a un site sur lequel une opération archéologique majeure a été menée, c'est la mosquée de Tsingoni, puisque justement c'est la capitale du sultanat à partir du XVIe siècle, et où la tradition historique sur la mosquée ancienne, puisque donc là vous avez le minaret, la mosquée ancienne elle est ici, et puis la mosquée moderne qui y est accolée. Traditionnellement, cette mosquée elle était considérée comme datée de 1538, puisque c'est l'inscription que porte le mihrab de cette... il y a le millésime dessus, on sait que lui il a été fabriqué à ce moment-là. L'opération archéologique, elle a constitué à mener une étude archéologique du bâti, c'est-à-dire qu'on a étudié les murs, mais aussi le sol, les fondations, ce qu'il y a en sous-sol. Et ça a permis de retrouver des choses, une plus grande antériorité du site, à la fois des tessons de céramique du XIIIe siècle dans les niveaux les plus profonds, et donc on sait que le site, le lieu était occupé au XIIIe siècle. On ne sait pas si c'était déjà une mosquée, mais en tout cas il y a déjà une occupation à ce moment-là. Mais ensuite, surtout, une première mosquée de type swahili au XIVe siècle, avec un premier mihrab qui a ensuite été détruit et modifié. Parce que le développement de Tsingoni au XVIe siècle a conduit à ce que la mosquée soit agrandie, soit embellie, qu'on fasse un nouveau mihrab, et donc seule l'archéologie a permis là de retrouver les traces plus anciennes. Alors il se trouve que cette mosquée elle est classée monument historique aujourd'hui, et qu'elle va faire l'objet d'un projet de restauration. Et donc on va avoir, au cours de cette année, probablement, une fouille préventive, puisque le diagnostic permettait d'évaluer le potentiel du site, et là on va avoir une véritable fouille qui va permettre d'étudier ce site. Et donc on attend beaucoup de résultats de cette opération qui devrait avoir lieu cette année. Et puis, dernière période qui nous intéresse aussi d'un point de vue archéologique et historique, la période coloniale, puisque Mayotte devient une colonie française en 1843, et à partir de là, ça va être le déclenchement de l'industrialisation de Mayotte. C'est-à-dire qu'il va y avoir la création d'une douzaine de plantations de canne à sucre, et donc, avec les usines qui vont avec, la plupart éphémères, puisque ça n'a pas duré très longtemps.
l'histoire sucrière de la Réunion nous montre des successions de phases d'expansion et de déclin. Et donc là, on est déjà dans une phase un peu secondaire, mais ça va fonctionner un temps. Et le premier exemple archéologique qu'on a eu, et là on vient d'en avoir un autre puisqu'on vient de faire un diagnostic sur l'usine de Longoni à Koungou, et où il y aura une fouille également cette année. Mais le premier exemple, c'était une petite usine, l'usine de Coconi, qui est vraiment une des usines les plus modestes de l'île, avec seulement 40 hectares qui étaient mis en valeur. Et donc, elle a été construite à la suite d'une concession qui a été faite en 1861. Et là, l'opération archéologique, elle a permis de retrouver un grand nombre d'éléments techniques du fonctionnement de cet établissement, avec un premier état qui correspond au fonctionnement simple d'une sucrerie, dans lequel on a identifié vraiment toutes les étapes classiques de la production de sucre, avec une chaudière pour la production de vapeur, le moulin pour le broyage de la canne, les étapes successives de défécation, d'évaporation, de cuite, d'égouttage, de refroidissement, etc. pour la production du sucre. Et puis, la fouille a montré qu'il y avait une extension avec, dans un second temps, avec cette extension de l'usine qui comporte une chaudière avec un double bouilleur qui est à part, et un foyer indépendant et qui est interprété comme une diversification de la production de cette usine avec la production là de rhum à partir de mélasse qui n'était pas fait dans la première version de cette usine. C'est par ailleurs des illustrations assez intéressantes pour nous puisque ces éléments techniques, à la fois les machines mais aussi des éléments de construction comme les briques que vous voyez à l'écran, eh bien, souvent comportent les inscriptions de leur provenance et donc ça nous montre comment ces machines eh bien, proviennent de France, d'Angleterre pour alimenter ces usines. Et puis à Mayotte, dans un certain nombre de cas, les machines proviennent de la Réunion puisqu'on va avoir un circuit de seconde main avec une partie des machines de la Réunion qui vont être mises à Mayotte puisqu'une partie des entrepreneurs sont les mêmes que ceux qui ont les usines réunionnaises. Là, c'est juste pour vous illustrer le potentiel scientifique exceptionnel de Mayotte, avec une opération qui a été réalisée il y a peu de temps sur la place de France à Dzaoudzi, un espace libre de construction et qui était libre de construction depuis très longtemps, comme on le voyait sur les plans même du 19e siècle sur le site, et où un aménagement de la mairie eh bien, avait risqué d'affecter des premiers niveaux archéologiques. Donc on a fait un diagnostic qui a été réalisé par l'INRAP, comme la fouille comme le diagnostic de la mosquée de Tsingoni et comme la fouille de l'usine de Coconi d'ailleurs. Et là, les équipes de l'Institut national de recherche en archéologie préventive eh bien, ont sondé ce terrain jusqu'à près de 5 mètres de profondeur et de 20 cm de profondeur à 5 mètres de profondeur, il y a des vestiges archéologiques qui se succèdent. On remonte jusqu'au XIIIe siècle au moins, puisqu'on n'a pas pu aller encore plus profond, mais il y a encore sans doute des choses. Et donc, on a vraiment des niveaux avec des bâtiments, des niveaux d'inhumation, d'autres bâtiments en dessous, etc. Et là, comme l'aménagement de la mairie est un aménagement plutôt léger, eh bien, il y a eu un travail très étroit entre la DAC et la mairie de Dzaoudzi pour trouver une solution de manière à préserver ces vestiges, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt de fouiller intégralement le site et donc de le détruire pour faire une place publique. Et donc, ils vont rehausser le terrain sur l'ensemble du site, et avec une action de valorisation entre l'ADAC, l'INRAP et la mairie de Dzaoudzi et le département de Mayotte également, pour que sur cette place, eh bien, on puisse raconter aux habitants l'histoire qu'il y a sous leurs pieds, puisque là, c'est vertigineux d'imaginer tout ce qu'il y a comme histoire sous ce site. Donc après ce panorama, je vous propose d'aller voir le site de Dimbéni qui fait encore un peu plus écho aux objets qui sont avec nous dans cette salle. Donc c'est un site qui est vraiment au centre-est de Mayotte, qui se développe sur une petite colline et qui a été découvert en 1975. Donc c'est vraiment un des premiers sites archéologiques de l'île, en tout cas un des premiers sites archéologiques repérés de l'île, et l'un des sites les plus riches de l'océan Indien par la qualité du mobilier archéologique qui est retrouvé dessus et sa diversité. Alors il a été fouillé à plusieurs reprises
Et donc là, pour faire honneur à tous ces chercheurs, j'ai mis la liste des intervenants qui, depuis les années 70, ont étudié ce site, avec plusieurs campagnes à chaque fois, et ce qui a permis d'avoir une idée un peu de l'expansion du site et d'essayer de caractériser des zones. Alors c'est très difficile parce que on comprend par rapport à la quantité de mobilier qu'il y a que c'est un site qui a une agglomération, avec une activité qui est assez importante, mais on ne retrouve pas l'agglomération, la ville en tant que telle, on ne retrouve pas les structures d'habitat, etc. Donc il y a des zones où on identifie, on comprend que c'est les zones d'habitat, qui sont les zones en jaune. On comprend par où se passait l'accès, le lien avec la mer. Il y a une hypothèse sur une aire un peu plus cultuelle, au centre en gris, même si ça repose pour l'instant sur des choses qui sont encore un peu à démontrer. Mais on n'a pas beaucoup vraiment de structure en tant que telle. On voit ici, dans les dernières fouilles, dans les fouilles des années 2010, menées par Stéphane Pradines, quand même quelques fondations, quelques structures qui sont faites en patates de corail, qui a été récupérée dans le bord de mer, et qui qui nous permettent de percevoir quelques constructions, mais on a du mal à aller plus loin dans le plan des bâtiments. Pour aller un peu plus loin dans les constructions, on a des fragments de torchis avec des traces de clayonnage qui nous permettent de comprendre quand même comment était la superstructure, comment étaient faites les élévations de ces bâtiments. Mais on ne peut pas encore faire un plan particulier de la ville. Mais ce qui a attiré vraiment les archéologues dès le début, c'est ce grand tertre, ce grand monticule, qui fait plus de 4 mètres de haut, et qui est vraiment un immense dépotoir dans lequel il y a énormément d'objets archéologiques, énormément de vestiges, de traces matérielles qui ont été retrouvées. Il a été fouillé à différents endroits, il y en a 2 en vérité, et pour la première fois dans les années 2010 par Stéphane Pradines, il a été fouillé sur l'ensemble de sa hauteur. Et donc c'est ce que vous avez schématiquement représenté en dessous. On a vraiment des couches stratigraphiques, des unités stratigraphiques, des étapes de rejet successifs. On arrive vraiment à comprendre la montée de ce dépotoir, de cet immense dépotoir, qui montre qu'il y avait une activité importante parce qu'on retrouve beaucoup de choses sur place. Et ce qu'on retrouve, c'est du mobilier archéologique. Ce mobilier, c'est essentiellement de la céramique, parce que c'est ce qu'on retrouve de toute façon sur la plupart des sites archéologiques. Vous avez tous de la céramique chez vous, donc même si on est 1000 ans plus tard, c'est quand même un matériau qu'on utilise depuis très longtemps. Les objets en céramique sont quand même fragiles, on a tous cassé une assiette dans notre vie, si ce n'est plusieurs. Mais par contre, le matériau, lui, est très solide. C'est-à-dire que l'assiette qu'on a cassée, même en 2022, les morceaux de l'assiette, ils vont quand même traverser le temps, ils vont avoir un circuit de gestion des déchets, mais on a beaucoup de chances de retrouver un jour ce matériau parce que c'est très solide. Donc la céramique, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et c'est intéressant pour nous en particulier sur ce site parce qu'on a des céramiques qui font vraiment de Dembéni un fossile directeur de cette période parce qu'il illustre vraiment les échanges commerciaux et le type de mobilier qu'on a dans cette période. Donc on va regarder un peu ce mobilier justement, qui est pour 10% de ce mobilier à peu près du mobilier d'importation, c'est-à-dire des objets qui viennent d'ailleurs que des Comores. Et donc on commence par exemple avec ce fragment de jarre turquoise, donc on en retrouve en assez grand nombre. Il y a, sur les 2 campagnes 2014-2015, c'est presque 70 morceaux de ces jarres qui ont été retrouvés. C'est les morceaux que vous avez ici à droite et au-dessus, et qui sont des fragments de jarres de stockage, avec une panse ovoïde, qui sont décorés par des bandes verticales, par des décors à la barbotine, et puis sous une glaçure transparente turquoise, alcaline, qui est apposée dessus. On voit très souvent, vous voyez ces traits-là qui sont horizontaux, qui sont en fait la trace du montage au colombin, c'est-à-dire que cette jarre, elle est réalisée par un long boudin d'argile qu'on va enrouler pour petit à petit monter l'objet en céramique. D'abord en argile et puis ensuite le faire cuire. Ces jarres, elles sont attribuables majoritairement au 9e et au 10e siècle de notre ère.
Et on appelle ça souvent des jarres sassano-islamiques, puisqu'elles elles commencent à être fabriquées dans l'époque sassanide, et puis aussi ensuite dans l'époque islamique, en Irak et en Iran. Et elles sont en usage jusqu'au XIe siècle. C'est vraiment un indice majeur du commerce dans cette période abbasside, avec des circulations vraiment entre l'Irak, l'Iran et les Comores. Et on les retrouve de toute façon sur tout le pourtour de l'océan Indien. On les retrouve sur des sites à Oman, au Yémen, sur l'est de l'Afrique et également en Inde. Pour faire un écho avec les collections du Louvre, les objets que je vous ai mis en bas à gauche, ce sont des jarres qui proviennent de Suse, d'Iran, et qui sont conservées au Louvre, dans un état de conservation un peu meilleur que les nôtres, mais dont on voit vraiment le parallèle avec celle que nous avons trouvée. Autre type de mobilier, des bols à glaçure opaque, qui sont très souvent, on a vraiment beaucoup de formes comme ça, des bols à parois évasées, avec différentes épaisseurs, différentes qualités de pâte, qui montrent sans doute des zones de provenance qui sont différentes. Ce n'est pas vraiment complètement standardisé. Et là aussi, ce sont des choses qui proviennent vraiment de Suse, de Bagdad, parce qu'on le sait, parce qu'on a retrouvé des sites de production sur place. Et donc l'essentiel des collections de ce type de mobilier, c'est effectivement des objets qui proviennent de ces sites archéologiques, et qui sont là aussi caractéristiques des 9e et 10e siècles, et diffusés dans tout le golfe Persique et dans l'océan Indien. Ce qui est souvent un peu l'image qu'on peut avoir quand on pense à de la céramique islamique, ce sont ces céramiques lustrées du Xe siècle, qui sont réalisées par un décor qui est peint avec des oxydes métalliques sur une glaçure blanche opacifiante. Et donc le décor, il a vraiment une palette de couleurs assez étendue, qui va vraiment du jaune jusqu'à presque du marron, presque assez foncé, même une couleur un peu chocolat. Et cette variation, elle est due en fait à la teneur d'oxyde de cuivre qui va être mise dans le décor ou pas. Donc ça va faire une réaction différente. Ce sont des productions qui sont assez difficiles à faire, c'est-à-dire que techniquement, ça demande plusieurs étapes, avec des étapes de cuisson dans des atmosphères de cuisson différentes. Et donc, c'est assez complexe et donc assez coûteux à réaliser. Et les sites de production de ces types de céramique à décor de lustre, eh bien, c'est vraiment limité à quelques ateliers qui sont proches du pouvoir, proches des zones de pouvoir, en Égypte, en Mésopotamie, et là aussi sur des sites du 9e et jusqu'à la fin du 10e siècle. Et donc le caractère luxueux de ces objets, ça explique qu'on en a retrouvé en petit nombre, mais on en a quand même retrouvé. Alors au Louvre, il y en a également, surtout des objets un petit peu plus, avec des décors plus figurés que ce qu'on peut avoir par contre sur les exemples retrouvés à Mayotte. Un type qui est très répandu aussi sur le site de Nambéni, ce sont ces céramiques à sgraffiato. Donc là, on a un décor qui est incisé sur un engobe, sous une glaçure, et donc on appelle ça le sgraffiato. Il y a différentes variantes de décors, avec des décors végétaux, des décors de bandes concentriques, des pseudo-écritures. On a vraiment des choses qui imitent de la calligraphie, mais ça n'en est pas. On a parfois de véritables écritures, avec le nom d'Allah qui peut être écrit, avec des écritures cursives. Et ce sont vraiment des productions qui sont très répandues à l'époque médiévale dans tout le golfe Persique et tout le pourtour de l'océan Indien. Elles proviennent pour beaucoup d'Iran du Sud. Et donc, en Iran du Sud, on a des travaux archéologiques qui ont là aussi identifié des ateliers de production, qui ont identifié des endroits d'où proviennent ces objets. Et alors, il y a plusieurs types de décors. Vous voyez, il y a des décors qui sont plus fins, plus hachurés. Il y a des décors comme ceux-ci qui sont plutôt champ-levé, avec des traces beaucoup plus ouvertes. Et qui, ceux-là, sont un peu plus... on les retrouve plus fréquemment sur la côte orientale de l'Afrique. Et ils sont un peu plus tardifs. Ils sont plutôt vraiment du XIIe siècle, voire de la fin du XIe siècle. On a aussi des décors peints sous glaçure, comme vous avez ici, donc qui ressemblent beaucoup
aux céramiques lustrées que j'ai montrées avant, et donc on appelle ça parfois des pseudo-lustres, parce qu'en fait ils imitent cette céramique luxueuse qui est un peu compliquée à réaliser. Et donc c'est vraiment des productions qu'on a au Xe siècle et qui aussi proviennent de l'Iran plutôt méridional. Et puis, à côté de cette production très glacurée, brillante, et donc souvent assez étanche, on a des productions sans glaçure, avec ces grandes jarres qui proviennent du Moyen-Orient. Donc là, elles sont grandes. Nous, on ne retrouve que des petits morceaux, mais il faut croire que la suite de la forme est assez vaste et assez importante et réalise un objet qui est assez grand. Et on les retrouve dans les niveaux qui sont datés du Xe et du XIe siècle. On les retrouve aussi à Oman, au Yémen. Comme il y a pas mal de variétés dans le type de pâte, on pense qu'il y a quand même plusieurs sites de production, que ça ne vient pas vraiment d'un seul endroit. Quelques productions qui viennent de Madagascar, que l'on a ici à droite, oui, sur votre droite, pour vous comme pour moi. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une très forte ressemblance avec d'autres objets qui proviennent de Madagascar, qui sont des objets en chlorite-schiste, et je vais vous en montrer un petit peu ailleurs, après, et qui donc là aussi datent du 9e et du 10e siècle. Au milieu, vous avez quelques rares exemples de production indienne. On a aussi des objets qui viennent d'Inde sur ce site, qui sont très rares. Et puis un exemple à gauche d'une production chinoise, et on a quand même un certain nombre d'objets en céramique chinoise, de plusieurs catégories, mais notamment des porcelaines avec des grès à couverture verte, type céladon, qui datent là des 11e, 12e, 13e siècles, et qu'on peut bien dater parce qu'on retrouve des objets similaires avec les mêmes décors dans des tombes chinoises, qui sont bien datés par ailleurs, mais aussi dans la cargaison du Cirebon, qui est un navire qui a été échoué au large de l'Indonésie, et qui faisait partie qui était un navire commercial, qui faisait un commerce triangulaire entre l'Indonésie, la Chine et le Moyen-Orient, et qui s'est échoué avec une cargaison un peu trop pleine. C'est d'ailleurs probablement une des raisons de son naufrage, mais qui pour nous est un très bon outil de typologie d'objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets à l'intérieur. Et donc on retrouve des objets. Comment ? Ça se passe au XIIe, XIIIe siècle. Donc c'est vrai que quand on a des épaves comme ça avec un chargement commercial, ça fait une collection de références à un instant. Et en plus, on a la chance là qu'il ait eu la cargaison chinoise et du Moyen-Orient sur le bateau. Il revenait en Indonésie, donc c'est vraiment un site de référence. Et donc sur les productions d'importation, puisque là on n'a parlé que de ce qui provient d'ailleurs que des Comores, on observe vraiment une prédominance de ce qui vient du Moyen-Orient. C'est quand même plus de 60% du mobilier importé qui vient du Moyen-Orient. Dans une deuxième proportion, le mobilier qui vient plutôt de Chine. Et puis, à plus petite échelle, et ça peut être surprenant, ceux qui viennent de Madagascar, qui représentent qu'une petite partie finalement. Donc ça vous montre quand même vraiment l'intensité en fait de ces contacts et la façon dont les Comores sont tournés vers ce commerce-là, du 9e au 12e siècle, avec ces circulations de matériel qui proviennent d'Iran, d'Irak et dans une autre mesure de Chine. Et donc tout ça, ça transite par des ports qui se trouvent en Iran, au Yémen et aussi au Kenya. On a également, évidemment, et en plus grand nombre, une céramique comorienne. Alors, c'est difficile de dire si c'est... on dit comorienne parce que on a du mal à faire de la distinction entre les productions strictement mahoraises et celles des autres îles des Comores, parce que ça se ressemble beaucoup. Mais une bonne partie a sans doute été produite vraiment à Mayotte même. Ça représente 90% du mobilier qui est retrouvé, et c'est vraiment ce type de mobilier qui, pour certains types, sont appelés les types d'Imbéni, parce qu'on les a retrouvés là-bas en premier et en grand nombre. Et donc on a vraiment cette pâte qui est caractéristique, une pâte dense, de couleur brune, brun-grisâtre, avec un répertoire morphologique qui est assez réduit. On a vraiment des formes qui sont un peu souvent similaires, et une surface qui est polie, et un décor qui est fait à l'aide de coquillages. Vous voyez ces impressions-là, qui sont faites avec des coquillages sur l'argile, pour faire ce décor.
On a retrouvé pas mal de traces sur un certain nombre d'objets, des traces de textiles en impression à l'intérieur, et qui du coup là nous renseignent sur la façon dont c'était fabriqué. C'est-à-dire que c'est modelé autour d'un ballot de tissu, ou alors d'un tissu mis autour d'un ancien objet. Et on va vraiment modeler l'objet autour, et le col est fait par-dessus au colombin, et ensuite on va lisser l'objet sur un tour lent, et ensuite c'est décoré et cuit. Donc ça c'est intéressant parce que des fois sur des petits détails qu'on va observer sur les objets, on arrive vraiment à restituer une chaîne opératoire de production de l'objet comme ça. Et puis je vous en ai parlé, mais là on n'est plus dans de la céramique, c'est de la pierre, hein, c'est une pierre olaire, le chlorite-schiste de Madagascar, avec des objets qui sont surtout des pots à cuire. Et là vous avez un exemple, parce que c'est des choses qui se font ailleurs, hein, un récipient en chlorite-schiste qui est à Suse et qui est conservés au Louvre, mais ceux qu'on a sur le site de Dambéni proviennent de Madagascar. Et donc il y a aussi là une circulation du chlorite-schiste qui se fait dans l'est de l'Afrique, de Madagascar jusqu'à l'est de l'Afrique, et les Comores se trouvent vraiment sur le trajet. Et donc, pendant longtemps, ce qui a occupé les archéologues qui ont travaillé sur le site de Dambéni, c'était vraiment cette céramique, parce que vous voyez comme c'est riche, à quel point on fait des ponts avec ça, et on voit comment ça s'insère dans un commerce très intense, en fait, dans l'océan Indien. Mais les dernières fouilles, elles ont permis de vraiment mettre l'accent, parce qu'on en a plus trouvé, il y en avait déjà qui avaient été trouvés, mais on en a trouvé plus, du cristal de roche, en plus grand nombre, qui a été trouvé sur le site. Ce cristal de roche, il n'existe pas à l'état natif à Mayotte. Il n'y a pas de gisement géologique à Mayotte de cristal de roche. La zone où il y en a la plus proche, donc c'est du quartz à l'état pur, hein, c'est à Madagascar, notamment dans la région de Vohemar que j'ai évoqué déjà. Et donc c'est probablement d'ici de ce secteur qu'il provient. Alors les archéologues ont collecté ces objets sur les différentes campagnes de Stéphane Pradines. Du coup, il y en a eu pas mal qui a été trouvé. Il y en a aussi un petit peu sur d'autres sites à Mayotte, parce que du coup, après, quand on regarde les collections, il y en a à d'autres endroits, mais c'est vraiment là qu'il y en a en assez grand nombre. Et du coup, les chercheurs ont aussi repris les sources écrites arabes pour essayer de voir s'ils trouvaient des informations par rapport à ça. Est-ce qu'on pouvait avoir... Parce que justement, on se demandait un peu quand même d'où venait la prospérité des habitants de Dambéni. Comment on peut importer du mobilier qui vient de si loin, en grand nombre, avoir une activité comme ça, si on ne trouve pas d'activité commerciale particulière, on n'a pas trouvé d'activité artisanale précise. Des fois, sur des sites archéologiques en Afrique, on trouve des fours de production d'objets en métal, etc. Et donc on comprend qu'est-ce qui est l'origine économique de cette réussite. Et donc l'étude des sources par Stéphane Pradines, elle a mis en évidence le fait que les sources arabes sur le commerce dans l'océan Indien, qui est intense avec les califats abbassides de Bagdad et puis fatimides du Caire, parlent de cristal de roche qui provient des îles d'Afrique orientale. Donc on sait qu'en fait il y a un commerce intense et c'est assez présent dans les archives. Et il est acheminé par des marchands persans, des marins qui viennent d'Oman, qui font circuler ce cristal de roche. Voici le circuit, les routes commerciales, et donc on est vraiment dans cette route commerciale où le cristal de roche, bien du coup, transite en fait par les Comores. Donc on a vraiment un moment où le cristal de roche, il est extrait à Madagascar, il transite par Mayotte. Alors il n'est pas travaillé directement à Mayotte, parce que ce qu'on voit, ce n'est pas des déchets de taille d'un objet. On ne retrouve pas des petits éclats d'objets. On retrouve, vous voyez, des morceaux. Et donc c'est plutôt un tri qui est fait. Les morceaux qu'on retrouve, ce sont des morceaux dans lesquels il y a des fentes, il y a des éclats, ou des morceaux qui sont très laiteux, qui ne sont pas forcément très faciles à valoriser. Donc c'est plutôt un tri qui est fait sur une plaque tournante à un moment donné pour isoler les beaux morceaux de cristal, les plus grosses pièces, les pièces qui vont permettre de faire des objets luxueux, avant qu'ensuite ils partent et qu'ils soient réalisés, qu'ils soient taillés en Égypte, en Iran
là où on a des beaux objets. Parce qu'effectivement, au terme de ce voyage, le cristal de roche, il est exploité, il est mis en forme par des artisans spécialisés qui vont en faire par exemple des aiguières. Donc là, ce sont que des objets du Louvre, des objets dont parfois on n'a pas la fonction, comme le petit animal qui est derrière vous, et qui donc vont être des objets, des cadeaux diplomatiques, des objets vraiment de cour pour ces cours fatimides, abbassides. Et puis certains vont même aller un peu plus loin, et donc là j'en ai pris un, j'ai mis le vase d'Aliénor qui est quand même un objet historique intéressant, puisque certains vont jusque en Europe, soit par des échanges diplomatiques, des cadeaux, soit par des conquêtes. Et donc ces objets, l'objet en cristal, est parfois christianisé, monté, enchâssé dans un objet en or, en cuivre, dans d'autres matériaux précieux, pour lui donner une autre destination, et très souvent des reliquaires ou des objets liturgiques. Le vase d'Aliénor, en l'occurrence, la notice du Louvre dit que l'objet en cristal provient d'Iran, probablement de la période post-sassanide. Donc vraiment, on est post-sassanide, on est après, on est dans les 9e, 10e siècles, donc cohérent avec la période qu'on vient d'étudier. Donc c'est contemporain, ça ne veut pas dire qu'il est forcément passé par là, mais on est dans ce circuit-là. Et puis cet objet, il a ensuite été monté en dorure et il porte une inscription. L'inscription, c'est « Ce vase, Aliénor, son épouse, l'a donné au roi Louis », c'est Louis VII le Jeune, au XIIe siècle. Le roi à moi, la personne qui parle, c'est Suger, l'abbé Suger, qui est toujours associé dans le département des objets d'art au Louvre à ces grands objets de prestige dans cette période-là, et qui lui, dit-il, l'a offert au saint, puisqu'il en a fait un objet liturgique. Donc c'est un ministre du roi Louis VII au XIIe siècle. Et donc cet objet, alors les trois autres font partie du département des arts de l'islam au Louvre, et celui-ci fait partie du département des objets d'art, parce qu'il a une autre histoire. Et donc c'est intéressant de voir que là, Mayotte fait partie, et un élément de cet engrenage, de ce grand échange commercial qui se fait dans tout l'océan Indien et qui aboutit, pour la partie la plus spectaculaire, à des objets de prestige qu'on a au Moyen-Orient, dans le monde arabe et également en Europe. Alors pour conclure, je vous invite à aller plus loin, à poursuivre l'enquête avec des supports, des documents qui sont produits par la DAC de Mayotte, la DAC de la Réunion, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, en partenariat souvent avec le département de Mayotte. C'est le cas de cette frise chronologique que j'ai abondamment utilisée, qui est la frise de l'INRAP, une frise chronologique et dont je vais vous... Ça tombe bien, vous êtes suffisamment pour que je vous la distribue. Qui est vraiment une frise chronologique avec l'illustration des découvertes mahoraises. Vous pouvez aussi trouver sur le site de la DAC de Mayotte le PDF d'un livre d'une collection Patrimoine caché qui parle des 40 ans de recherche archéologique à Mayotte et qui fait le point sur... donc il est téléchargeable. Il y a également une carte archéologique que vous avez de représenter ici qui montre un peu la densité de sites archéologiques sur Mayotte. Et donc ça fait le point sur les grandes découvertes archéologiques à Mayotte. Ça a été fait, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a été publié, en 2017 je crois. Vous pouvez télécharger sur le site de la DAC de la Réunion le bilan scientifique régional qui fait le point sur 2 années d'archéologie assez intenses, 2019 et 2020, sur lesquelles on a fait 30 opérations archéologiques sur l'île. Et il y a également 2 notices sur Mayotte, puisqu'on a eu 2 belles opérations à Mayotte. Et puis également des choses sur les terres australes antarctiques françaises, et puis sur l'organisation de l'archéologie à La Réunion. Et enfin, je vous donnerai aussi un flyer sur un site internet que je vous invite à aller consulter, qui s'appelle Archéologie dans l'océan Indien, qu'on vient de mettre en ligne ce début d'année, qui comportera 3 volets à l'avenir. Pour l'instant, est en ligne tout le volet sur La Réunion. Plus de 70 sites archéologiques sont présentés, avec des chapitres qui permettent de retracer l'histoire de La Réunion, avec donc ces grands chapitres thématiques. D'abord le potentiel de l'île, la structuration au moment de la colonisation, l'organisation de la colonie,
l'occupation des hauts, mais aussi des choses un peu plus sur l'archéologie, comment l'archéologie est organisée et contrôlée par l'État, parce que c'est une discipline scientifique très encadrée, quelles sont les techniques scientifiques que l'on utilise. Et donc, dans chacun des chapitres, eh bien, vous avez un texte et puis beaucoup de médias, des cartes, des plans, des images, des modèles en 3 dimensions, des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin et donc de passer du temps à explorer l'histoire de l'île. Donc là, c'est pour la Réunion, mais à l'avenir, on va faire ensuite le volet pour Mayotte et pour les terres australes et antarctiques françaises. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On a fait 50 minutes.